Bonjour Stéphane Zumsteg. Bonjour. On va essayer de comprendre avec vous comment vont les Français en cette rentrée, quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes dans ce contexte politique incertain, car voilà 49 jours qu'Emmanuel Macron peine à nommer un nouveau Premier ministre. Il consulte à tour de bras, des noms reviennent avec insistance dans le débat public, mais au final toujours pas de fumée blanche. À partir de quand le fait de ne pas avoir de Premier ministre va devenir un problème pour les Français, pour l'opinion, pour la confiance? Ça l'est déjà, ça commence. Évidemment, on sort de la période estivale, il y a eu les Jeux Olympiques, on en a déjà parlé. Ce n'était pas une préoccupation des Français durant l'été. Ça va faire bientôt 2 mois. Les Français n'ont pas l'impression que la situation a été bloquée depuis 2 mois, bien sûr. Mais là, maintenant, on rentre dans le dur et on va probablement passer d'une situation d'incompréhension. Ça, on l'avait dit. Les Français n'ont toujours pas compris la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Ils sont contre, ils considèrent que c'est une mauvaise chose ou que ça a été une mauvaise chose pour eux. À de l'impatience maintenant, parce que là encore... Mais vous la mesurez à quoi, cette impatience ? Parce qu'ils nous le disent, tout simplement parce qu'ils nous le disent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi, même si la situation politique explique que c'est très compliqué pour les partis politiques, comme pour le président de la République, de trouver la bonne personne, le Premier ministre ou le candidat idoine, mais malgré tout, ils reconnaissent quand même le fait que ce n'était pas évident d'emblée. Maintenant, ce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, et c'est ce qui pourrait se muer en exaspération, c'est que on a un président de la République qui donne l'impression, et ça a été particulièrement fort ces 2 derniers jours, de jouer un petit peu au jeu du chat et de la souris avec les Français, certes, mais surtout avec le personnel politique. On va revenir, sur les convocations de Xavier Bertrand et de Bernard Cazeneuve à l'Assemblée, à l'Élysée, pour peut-être devenir Premier ministre. On apprend finalement qu'il y a Thierry Baudet qui est le nouveau candidat du jour ou de la semaine. Oui. On ne sait pas. Et ça, quelque part, concourt déjà à creuser encore davantage le fossé entre les Français et la classe politique. On était sur des profils plus politiques, vous l'avez dit, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand pour la droite et la gauche. Là, on parle de Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, un inconnu, pas du tout un profil politique. Vous diriez qu'Emmanuel Macron tire les enseignements de votre étude. 85% des Français ont un jugement négatif des politiques, il faut le rappeler. Oui, c'est ça. Quand on regarde les codes de popularité, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous êtes en tête d'un palmarès, c'est le cas de Gabriel Attal, c'est le cas d'Édouard Philippe, c'est le cas de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Oui. Vous avez toujours un solde négatif. Vous avez beaucoup plus de gens qui ont une image négative de vous que de Français qui ont une image positive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la vie politique est tellement fracturée, il y a une telle polarisation que vous pouvez faire le plein auprès de votre électorat naturel, mais les autres... Je ne vais pas dire vous déteste, mais presque en fait. Vous suscitez l'hostilité et le rejet de l'ensemble de la population française qui ne soutient pas vos idées. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il est très compliqué de dégager une majorité à l'Assemblée nationale, voire impossible, quand on voit le rapport de force actuel. Et c'est aussi, même si Emmanuel Macron n'est évidemment pas l'unique responsable, c'est aussi pour lui quelque chose de compliqué. On peut critiquer Emmanuel Macron dans la posture qu'il a adoptée depuis quelques jours, et je pense qu'on a raison de le faire. Malgré tout, l'équation pour l'instant semble impossible. Ce n'est pas que Emmanuel Macron qui ne veut pas ou qui ne souhaite pas nommer un Premier ministre. Mais ce rejet du politique dont vous nous parlez, c'est un avantage pour des profils comme celui de Thierry Baudet, qui est totalement, qui est très méconnu du grand public. Oui, mais alors après se pose un technicien. Oui, se pose la question d'un gouvernement technique ou d'un gouvernement politique. On a d'ailleurs bien vu la levée de boucliers qui a pu susciter, notamment auprès de François Bayrou et d'autres responsables politiques, l'éventualité de prendre un technicien, quelqu'un qui n'est pas connu, mais parce que tout de suite point le reproche que l'on pourrait faire à Emmanuel Macron, en tout cas le soupçon de vouloir nommer un collaborateur. Oui. Et c'est tout l'inverse de ce que veulent les Français aujourd'hui. C'est un peu plus qu'un technicien. Thierry Baudet, c'est le président de ce qui est considéré comme une forme de chambre parlementaire, le CESE, et c'est quelqu'un qui est très bien introduit dans le monde économique et social, mais pas d'expérience politique. Est-ce que ça joue en sa faveur ? Pas d'expérience politique, et je pense que ça ne joue pas en sa faveur auprès du reste de la classe politique, parce qu'on parle des Français, mais aussi la façon dont les autres partis politiques, l'opposition, notamment les oppositions, pourraient réagir en censurant ou en laissant bénéficier un nouveau Premier ministre d'une certaine bienveillance ou d'une neutralité de façade. En tout cas, le vrai problème d'un technicien aujourd'hui, c'est que vous ne disposez pas d'un socle électoral, vous ne venez pas d'un parti politique et vous ne pouvez pas compter d'emblée sur le soutien d'un groupe ou d'un des blocs de l'Assemblée nationale. Le risque, c'est que Thierry Baudet n'ait pas suffisamment de troupes pour convaincre à l'Assemblée nationale et donc pouvoir discuter avec une partie des députés, voire même une majorité. On l'a dit, il y a eu les législatives. La dissolution n'a pas été comprise par les Français. Après les législatives, on pouvait s'attendre à une cohabitation, parce que c'est le mot qui est arrivé dans le débat public, une cohabitation avec Emmanuel Macron.
on n'a pas le sentiment qu'il est prêt à ça. Est-ce qu'on se trompe? Ah non, mais je pense que vous avez totalement raison. L'enjeu essentiel pour Emmanuel Macron, c'est assurer sa survie politique pour les années qui lui restent à passer en tant que président de la République. Et pour cela, il fait tout pour contourner les partis politiques, il fait tout pour leur tordre le bras. L'essentiel pour lui, c'est de refuser de se faire imposer un nom. On l'a vu avec le rejet assez sec de Lucie Castet. Mais est-ce qu'il est politiquement possible aujourd'hui que Emmanuel Macron ne se fasse pas imposer quelqu'un? En tout cas, il fait tout pour l'éviter. Et il a réussi, il gagne du temps, ce qui se paiera quelque part dans l'opinion publique. On en parlait à l'instant. Mais l'idée pour lui, et c'est de la posture, mais ça va au-delà du symbole politique, c'est d'arriver à la fin de cette période, de ce début de crise, en faisant la démonstration que c'est lui qui a proposé le Premier ministre. Pour lui, c'est fondamental. Vous parliez de cohabitation. Ce que ne veut pas Emmanuel Macron, c'est une cohabitation au sens classique, telle qu'on l'a connue 3 fois, en 86, en 93 et en 1997. Emmanuel Macron ne veut pas d'un opposant politique à Matignon. C'est pourtant ça, une cohabitation. Vous avez le chef de l'opposition, alors il n'y a plus, qui devient la majorité, il n'y a plus de majorité, il y a plusieurs oppositions et le contexte a totalement changé. Et c'est là-dessus, c'est sur cette nouvelle fracturation de la vie politique qu'il essaye de jouer. Et c'est pour ça que les choses sont complètement bloquées. Je ne sais pas si on peut parler d'impasse, mais jour après jour, les choses ne progressent pas d'un centimètre. À l'Élysée, on parle de cohabitation. C'est ce qu'aimerait. C'est un nouveau mot, cohabitation, coalition. C'est-à-dire que le Premier ministre doit travailler avec Emmanuel Macron et en même temps, il doit essayer de trouver une coalition. C'est ce que veut Emmanuel un mouton Macron. à 5 pattes là qui cherche. Ce qu'Emmanuel Macron voudrait, c'est un Premier ministre ou une Première ministre avec laquelle il y aurait une certaine connivence. Mais quand on regarde la traduction concrète électorale des dernières élections législatives, les Français ont voulu tout l'inverse. Bon, il n'y a pas eu de gagnant, contrairement à ce que certains peuvent dire. Lors de ces élections législatives, le RN n'a pas gagné. La gauche n'a pas gagné, même si c'est aujourd'hui le bloc le plus important, mais finalement ce n'est que entre 20 et 30 députés de plus que le bloc central. Le NFP est arrivé en tête. En tête, certes, mais de peu. Alors qu'en 2022, même si Emmanuel Macron ne disposait pas d'une majorité absolue, il avait 250 députés, il frôlait presque la majorité absolue. On n'est plus dans cette situation. Aucune des forces aujourd'hui, aucun des blocs ne peut prétendre avoir gagné. Donc pour lui, il est essentiel effectivement de sauver la face, mais pas uniquement parce que quelle que soit la personne qui sera désignée, si c'est Emmanuel Macron en tout cas qui désigne ce premier ou cette première ministre, nous ne serons pas dans une situation de cohabitation classique parce que quel sera le bloc qui soutiendra, quel sera le bloc le plus puissant soutenant ce prochain Premier ministre? Eh bien, c'est le bloc Emmanuel Macron. Ce sont les 166 députés de la majorité, de ce qu'on appelait la majorité présidentielle. Et c'est en ça que ça ne peut pas être une cohabitation dite classique, sauf à se faire imposer quelqu'un. La droite a dit non, le RN est hors du jeu, et il a fermé la porte à l'hypothèse à Lucie Castet. Donc, à partir de là, on voit bien, il essaye de tordre le bras de la classe politique. Les choses ne progressent que très peu ou parfois reculent jour après jour. Mais une des difficultés pour comprendre la situation actuelle, c'est qu'on a perdu complètement nos repères. Quand Nicolas Sarkozy, par exemple, il dit la France n'a jamais été autant à droite, donc il faut nommer un Premier ministre issu de la droite. Ça a du sens encore de raisonner comme ça dans une période comme celle-ci, en droite et gauche? En tout cas, les Français ne le suivent plus complètement. Après, sur le glissement à droite de l'opinion publique, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le régalien, sur l'immigration, sur l'identité, oui, sur les questions économiques et sociales. La France n'est pas de droite. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais la France a glissé. Les Français sont plus à droite, en tout cas, se sont un peu plus radicalisés ou en tout cas crispés sur certains marqueurs très forts comme l'immigration, mais ça ne vaut pas pour tous les domaines. Mais en fait, c'est numérairement, et en fait, il compte le Rassemblement national dans le nombre de députés qu'il considère de droite. C'est ça, en fait, Nicolas Sarkozy, quand il dit la France est de droite maintenant. Oui, bien sûr, mais à partir du moment où le RN, de l'avis unanime du reste de la classe politique, doit être placé hors du jeu, hors de ces négociations pour constituer un gouvernement ou pour constituer une majorité, cet argument n'opère pas véritablement. Parce qu'il faut rappeler quand même à ce qui s'est passé lors de ces législatives. L'Assemblée a éclaté en 3 blocs, avec le NFP, on l'a dit, en tête. Rappelons ce qui s'est passé cet été avec Lucie Castet. Est-ce que dans vos études, est-ce que dans l'opinion, vous avez senti un attrait, une curiosité des Français pour le profil de Lucie Castet? Est-ce que cette candidature-là à Matignon, elle semblait naturelle pour les Français? Elle ne semblait pas naturelle dans le sens où elle était une inconnue.
C'est pas lui faire injure que de le dire. Donc il n'y a pas eu une envie de le casser. Après, la question qui se pose, c'est y a-t-il eu une envie d'un gouvernement de gauche, d'un véritable gouvernement de gauche, en l'occurrence du nouveau Front populaire, dans l'ancienne NUPES. Là, les choses sont beaucoup plus nuancées. Les gens de gauche, oui, y compris les gens du centre-gauche, y compris les sympathisants du Parti socialiste, trouvaient cette hypothèse intéressante. Mais à partir du moment où, et je ne parle pas que de la droite, je parle aussi enfin, Horizon c'est à droite, mais toute une série de députés ou de responsables de la Macronie ont expliqué qu'il était hors de question de ne pas censurer un gouvernement où il y aurait des membres de LFI, la question d'elle-même s'est fermée. Oui. Et Emmanuel Macron a fermé la porte. Alors il a fermé la porte, il a fait acte d'autorité. La gauche considère cette attitude comme inacceptable et on peut la comprendre. Maintenant, je ne vois pas comment la gauche seule pourrait disposer de la majorité. Tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est rester au centre du jeu, faire en sorte qu'il ne soit pas évincé, faire en sorte qu'il reste quelque part le chef de l'État, l'homme politique le plus puissant du paysage politique français. Et dans votre dernière enquête Ipsos, votre enquête électorale, vous avez interrogé 11 000 personnes, hein, c'est très étayé. Vous zoomez spécifiquement sur la France insoumise. D'abord d'un mot, pourquoi ce parti? Mais parce que c'est le parti dont on parle le plus, dont on a le plus parlé ces dernières années, et c'est un parti, quand on reprend un peu l'historique, c'est le très bon score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est la divine surprise de la création de la NUPES et de 150 députés de gauche, alors que la gauche était quand même réduite à un étiage bien moindre auparavant. Et c'est une coalition, c'est un cartel électoral plus qu'une alliance, très honnêtement. Hein. C'est avant tout comment on fait pour... Là, vous parlez du nouveau Front populaire. Hein. Le nouveau Front parce qu'après, il y a LFI, sur lequel je disais, vous avez étudié spécifiquement le vote des Français et les opinions. Et bien sûr, LFI, ce qui est intéressant, c'est un parti récent, qui a enregistré des succès, notamment par le biais des candidatures de Jean-Luc Mélenchon, des succès électoraux importants, en tout cas des progressions importantes. Et c'est un parti qui, d'un coup, du fait de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que, a vu son image se détériorer à très très grande vitesse. On ne va pas revenir sur les éléments. Il y a eu Gaza, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque la bordélisation à l'Assemblée nationale lors des débats sur le projet de la réforme des retraites. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, aujourd'hui, pendant 40 ans, le parti dangereux pour la démocratie, ça a été, de l'avis des Français, le Front National, puis le Rassemblement National. L'hydre, c'était Jean-Marie Le Pen, c'était le spectre de l'extrême droite. À partir du moment où un parti a choisi une politique à gauche, alors extrême gauche, gauche radicale, les termes, on peut tous les utiliser, a décidé dans sa tactique de mettre en place une conflictualité permanente et assez brutale, mais ça reste de la politique, le terme brutal n'est pas une critique dans la jauge, on voit bien que pour une partie des Français, en tout cas, et c'est fondamental, le parti dangereux aujourd'hui pour la démocratie, le parti qui aujourd'hui fait peur, c'est beaucoup plus la France insoumise que le Rassemblement national. Et ça a des traductions concrètes dans la respectabilité, dans l'institutionnalisation du Rassemblement national. Je ne vais pas dire, ce serait exagéré de dire que LFI a joué le rôle de l'idiot utile pour le RN, mais quelque part un petit peu. Donc ça a changé au niveau de la perception de la France insoumise, mais alors si on prend l'image globale de l'Assemblée nationale, je l'ai dit, une assemblée morcelée, 3 blocs. On n'en a pas l'habitude en France, là où nos voisins allemands eux, savent faire. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas un problème de mentalité de nos politiques français qui ne savent pas travailler ensemble et qui sont tout le temps en train de se chamailler et incapables de trouver des compromis? Mais oui, mais depuis 1958, on a une constitution et un mode de scrutin aux élections législatives qui fait que tout a été organisé autour d'une bipolarisation de la vie politique. Une gauche, une droite. Emmanuel Macron est venu et a dynamité ce schéma très classique qui perdurait depuis des décennies. À partir du moment où vous n'avez plus 2 gros blocs, toujours avec ce scrutin majoritaire à 2 tours, eh bien vous avez une assemblée qui n'est plus aussi facilement gouvernable qu'auparavant. C'est le résultat de cette stratégie, finalement, d'essayer de mettre à mort, d'effacer les Républicains ou d'effacer le Parti Socialiste qu'a entrepris Emmanuel Macron depuis 2017. Alors ces partis ne sont pas morts, ils reviennent, ils reprennent du poil de la bête, mais malgré tout, ça ne fonctionne pas. Les institutions ne fonctionnent plus quand vous avez 3 forces, voire 3 forces et demie si on compte la droite républicaine. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur l'état d'esprit des Français dans cette période si particulière. Stéphane Zumsteck, directeur du département politique et opinion, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On laisse passer le fil info puisqu'il est 8h46. Maureen Suignard. Cela faisait 12 ans que DF attendait cela. L'énergéticien annonce que les équipes de l'EPR de Flamanville dans la Manche démarrent les opérations. Mais il faudra attendre encore 3 mois de plus pour que le raccordement de l'EPR au réseau électrique soit effectif. Cela doit l'être fin décembre. Le déficit public de la France risque de grimper à 5,6% du PIB cette année. L'alerte vient du ministre de l'économie démissionnaire. Bruno Le Maire affirme que cela est en grande partie dû aux dépenses des collectivités territoriales. 16 milliards d'euros
euros en plus. C'est aussi pour maintenir un niveau de service public et d'investissement, se défend sur France Info le vice-président de l'Association des maires de France. L'armée américaine affirme que le sauvetage d'un pétrolier toujours en feu en mer Rouge est en cours. Un navire qui a été attaqué par les rebelles Houthis au large du Yémen. Il transporte 150 000 tonnes de pétrole brut et risque de causer une catastrophe environnementale. On a des audiences de plusieurs millions de téléspectateurs. C'est assez inédit, se réjouit sur France Info le directeur général délégué du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et c'est sûrement grâce aux performances de l'équipe de France paralympique. Déjà 11 titres, autant qu'à Tokyo il y a 3 ans. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion de l'Institut de sondage Ipsos. On parlait de la difficulté de trouver un nouveau Premier ministre pour Emmanuel Macron, vu l'état de l'Assemblée nationale aujourd'hui morcelé. Vous entendez ces politiques de droite comme de gauche qui disent « moi j'y vais pas ». J'y vais pas dans un gouvernement avec Emmanuel Macron parce que si je vais maintenant, notamment les grosses personnalités politiques, si je vais maintenant travailler avec Emmanuel Macron, c'est fini pour moi en 2027. Vous entendez ? Oui, bien sûr, mais ça c'est toujours un petit peu la perversion du système politique en France et pas qu'en France d'ailleurs, et c'est ce qui concourt aussi à l'incompréhension des Français, parce qu'on a beaucoup parlé de la responsabilité, et elle est grande, d'Emmanuel Macron dans la situation actuelle, mais il y a aussi le reste de la classe politique. Quand vous voyez par exemple Laurent Wauquiez qui parle d'une sorte de neutralité, qui parle d'un pacte législatif, mais qui refuse d'y aller, lui personnellement, ou les Républicains, ou les Républicains, en disant nous refuserons de participer, nous ne rentrerons pas dans un gouvernement, mais nous sommes prêts, peut-être pas à le soutenir, mais en tout cas à ne pas voter de censure. Enfin, vous voyez bien le calcul politique. C'est toujours le problème de cette organisation du système politique et du système électoral en France. C'est la tactique qui prend le dessus. Voilà, c'est la présidentielle. On ne pense qu'à présidentielle. On constitue des écuries présidentielles. On met des carrières entières, même si les carrières se sont accélérées. On n'est plus à l'époque Mitterrand ou Chirac. Mais en gros, il n'y a qu'un seul objectif, c'est qui sera président de la République. Et toujours. Mais il y a un argument qui peut tenir la route quand même, quand ces personnalités de droite ou de gauche disent si on se met à travailler ensemble là sous Emmanuel Macron, la principale opposition demain en 2027, ce sera le Rassemblement national. Et donc Marine Le Pen aura un boulevard pour elle en 2027. Mais c'est déjà la principale opposition, le Rassemblement national, même si le Rassemblement national se fait discret, son silence est assez assourdissant, mais c'est sa tactique depuis 2 ans, c'est la tactique de Marine Le Pen, c'est de dire finalement à la fin c'est nous qui ramasserons la mise, le reste de la classe politique va s'étriper, et c'est un peu ce qui se passe, c'est ce qui se passe depuis 2022. Le RN a été assez absent, malgré tout, des débats sur la réforme des retraites, même sur la loi immigration. Il a pris tout le monde, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pris tout le monde au contre-pied en se disant que finalement, nous, on va voter ou on s'abstient ou on vote pour. C'était pas assez, mais on vote quand même. Comment ? Pardon ? C'était pas assez, mais on vote quand même. C'était pas assez, mais ça va dans le bon sens et ce serait stupide de ne pas voter pour. Voilà, c'est une stratégie à la fois pour rassurer les Français, même si ça a échoué là lors des législatives et pour les raisons que l'on connaît, pour le barrage républicain. Mais oui, le RN reste la principale opposition. Maintenant, vous avez raison de le dire, il y a tous les personnages politiques les plus éminents qui jouent la carte 2027 ou de la carte de la prochaine élection présidentielle ne veulent certainement pas se griller. Enfin, l'histoire est faite de tous ces premiers ministres de cohabitation qui ont échoué assez lamentablement. Jacques Chirac en 1988, Édouard Balladur, on sait comment ça s'est passé en 95, et Lionel Jospin en 2002. C'est très compliqué dans ce contexte d'impopularité de toute la classe politique. Quand vous êtes Premier ministre, c'est vous qui essuyez les plâtres, c'est vous qui êtes critiqué. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour quelqu'un qui ne rêve qu'à la présidentielle, quel qu'il soit, on ne va pas donner de nom, quel est l'intérêt d'aller s'abîmer, d'aller abîmer son image et de perdre toutes ses chances? Ouais, d'autant que la tâche est vraiment très compliquée. Il y a ce débat, évidemment, parce que pendant ce temps, il faut prendre des décisions, et notamment les décisions budgétaires. Hier, Bercy a indiqué qu'on allait peut-être encore voir le déficit dériver en 2024, 5,6% contre 5,1% qui était prévu jusqu'à présent. D'abord, dans l'opinion, les Français, ils en ont quelque chose à faire du déficit? Il y a quelques années ou quelques décennies, rappelez-vous, dépenses publiques, nombre de fonctionnaires, déficit, c'était des gros mots. Alors ça parlait plus à la droite conservatrice, certes, mais malgré tout, c'était une préoccupation. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation, il y a eu les boucliers tarifaires, et tout ça a permis de réhabiliter l'idée de la dépense publique. La dépense publique peut-être trop importante, parfois le quoi qu'il en coûte, pour reprendre un terme d'Emmanuel Macron, a rassuré quelque part les Français, ça a réhabilité cette dépense. Tout ça pour vous dire que dans la liste des principales préoccupations des Français, une fois qu'on a parlé du pouvoir d'achat, de l'immigration, de l'environnement, du délitement des services publics, la dette arrive
en milieu, voire en fin de classement. Ce n'est pas quelque chose qui parle, et c'est certainement pas quelque chose qui parle aux Français de gauche. Enfin, ça parlera au moment où il faudra couper dans certaines dépenses ou remonter certains impôts. Bien sûr, mais pour l'instant, en tout cas, quand un ministre de l'économie, et c'est la deuxième fois qu'il le fait aussi bruyamment, Bruno Le Maire, parle de ça, parle d'un dérapage et de la nécessité de faire des économies, tout ça ne parle pas véritablement aux Français. Et si ça devait leur parler, à un moment donné, ce serait plus pour les effrayer, parce que là encore, la dépense publique, je le répète, c'est quelque chose de positif dans l'esprit de plein de Français, compte tenu des années compliquées qu'on a vécues depuis 3 ou 4 ans. Et le fait qu'on ait potentiellement pas de budget votable là à l'automne qui vient, ça ne suscite aucune inquiétude. Vous ne le voyez pas dans vos baromètres? Pas de l'inquiétude, mais de l'exaspération. Là encore, c'est ce qu'on disait au début, de l'exaspération d'une classe politique ou d'un président de la République qui sont incapables de se mettre d'accord pour quelque chose qui, a priori, dans l'esprit des Français, quand on voit ce qui s'est passé ces dernières décennies, est censé être facile. Normalement, les gens se battent pour accéder à Matignon, et tout d'un coup, tout a changé, tout a explosé. Et la réaction des Français, c'est finalement d'en vouloir avant tout au président de la République. Parce que c'est pas aussi... Et alors, il y a effectivement le poste de Premier ministre qui n'est plus aussi prestigieux qu'avant. On en parlait de la défiance des Français envers les politiques. Il y a aussi la perception qu'ont les Français d'Emmanuel Macron. Dans votre enquête électorale, 51% des sondés se disent favorables à la démission du président de la République. C'est un désamour complet. Alors oui, l'image d'Emmanuel Macron, elle est abîmée depuis le début de son second quinquennat. C'est assez inédit. Emmanuel Macron, rappelez-vous, il gagne assez brillamment. Il y a 2 ans, il y a 17 points d'avance avec Marine Le Pen, et pourtant il va être impopulaire dès le début. Et tout ça va de plus en plus s'aggraver, notamment au moment des débats sur le projet de loi de réforme des retraites. Aujourd'hui, il y a très très peu de catégories de Français qui lui sont restés fidèles ou loyales. Vous pouvez avoir les retraités, vous pouvez avoir une partie des gens, autrefois des anciens modérés de centre droit. Ensuite, ailleurs, quand vous regardez dans toutes les catégories politiques, l'impopularité, voire l'hostilité, elle est profonde. Et encore plus grave que le profil politique, c'est le profil sociologique des Français. Quand on voit aujourd'hui, Emmanuel Macron a été élu sur un projet de changement, de réforme en 2017. Il était populaire auprès des jeunes. Aujourd'hui, sa cote de popularité auprès de la jeunesse, alors les jeunes, ça peut être les moins de 25 ans, les moins de 30 ans, les moins de 50 ans, comme vous voulez, mais malgré tout, il y a très très peu de Français non âgés qui lui font toujours confiance. Il y a une vraie rupture là générationnelle dans son socle de popularité. C'est un vrai problème. Oui, il est aujourd'hui plongé dans les affres de l'impopularité. Ça ne date pas de la dissolution, mais ça a évidemment aggravé les choses. Mais ça s'explique comment? Ça veut dire qu'ils attendent autre chose que le rôle qu'il est en train de jouer. Vous nous disiez tout à l'heure, il ne veut pas vraiment lâcher la main sur la nomination du Premier ministre. Ils attendent autre chose du président. Ah oui, mais je pense que ce qu'ils attendent d'Emmanuel Macron, c'est qu'il reconnaisse sa défaite lors des élections législatives et que tout cela se traduise, au-delà de la simple posture, par une réelle inflexion de la politique gouvernementale. Ça, on n'en a pas encore parlé, parce que certes, on ne sait pas si le gouvernement sera de centre-gauche, de centre-droit, si ce sera un profil technique au-dessus des partis ou apolitique, mais ce que veulent les Français, c'est qu'il y ait une traduction concrète dans la politique, dans la conduite de la politique publique en France, dans un sens ou dans un autre, selon les camps politiques dont ils viennent, mais que ça change, en fait, et qu'on en finisse avec le « en même temps », et que quelque part, on en finisse avec cette posture, non pas depuis 7 ans, mais depuis 2 ans d'Emmanuel Macron, qui, de l'avis d'un certain nombre de Français, a tout fait aussi pour fracturer non pas que la classe politique, mais aussi la société française, avec des projets de loi trop disruptifs quelque part et qui ont suscité finalement trop d'hostilité. Retraite et immigration étant évidemment les deux principaux exemples. Mais j'insiste, si un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre devait être trouvé, un gouvernement devait être constitué, la première préoccupation des Français, ce serait de faire que ce Premier ministre fasse la démonstration que les choses changent et que il y a une vraie inflexion et que, quelque part, c'en est fini du en même temps. Quand vous dites qu'il faut que les choses changent, est-ce que ça veut dire que les Français sont plus sur la ligne NFP avec, par exemple, sur les questions de pouvoir d'achat, un SMIC à 1600, l'abrogation de la réforme des retraites, oui, mais c'est bien ça le mesures problème, économiques-là, ou alors autre chose peut-être à droite. Mais les attentes sont fortes, mais elles sont radicalement différentes selon le camp d'où on vient. C'est ça. Et c'est ça sur le point précis, par exemple, de l'abrogation de la réforme des retraites. Pour la gauche, c'est très clair. Oui, mais pour l'ensemble des Français, quand on fait les comptes, est-ce que voilà, ils sont plutôt favorables, défavorables? Est-ce qu'ils veulent une suspension? Est-ce qu'ils veulent une autre réforme des retraites? Mais là encore, c'est une autre illustration du blocage politique actuel. C'est que les Français sont très polarisés sur ces questions-là. Oui, les gens de gauche sont pour l'abrogation sans condition immédiate ou en quelques mois du projet, de la loi sur les retraites. Mais à droite, ce n'est pas du tout la même chose. C'est quoi le cœur aujourd'hui de l'électorat de droite? Ce sont des personnes plutôt âgées, donc moins concernées évidemment par le départ à l'âge à la retraite, des gens plutôt aisés, donc qui seraient moins impactés financièrement. Oui, il y a des clivages là et c'est un vrai problème. Comment voulez-vous constituer un gouvernement de gauche
en jouant sur l'abrogation des retraites, ce qui avait été demandé ce qui avait été annoncé le soir de la présentation du programme du nouveau Front populaire, sachant que vous serez censuré immédiatement par l'intégralité des députés de droite et par une très grande partie sans doute, voire l'intégralité des députés du bloc macroniste. Et à droite, ce que l'on veut, c'est, vous parliez des dépenses publiques, mais un durcissement sur l'immigration, un durcissement sur les questions régaliennes dont ne veulent pas les Français de gauche. Ce que vous nous décrivez là depuis presque une demi-heure maintenant, Stéphane Zumthek, c'est un pays ingouvernable ? Pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Oui, c'est ingouvernable. Ça ne va pas forcément durer une éternité. Après, j'insiste sur un point. Il y a un gouvernement démissionnaire, c'est inédit, qui gère les affaires courantes. Rien ne dit que la situation soit réglée dans 2 jours, dans 3 jours ou dans quelques semaines. Constitutionnellement, rien n'interdit au président de la République de ne pas nommer un Premier ministre. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Mais c'est vrai que tout ça, le vrai risque, c'est, vous en parliez tout à l'heure, c'est cette fracture qui ne fait que se creuser entre les Français et la classe politique, avec une force politique majeure qui reste atone, ou plus exactement qui se manifeste par un silence assourdissant et qui, on le dit à chaque fois, mais cette fois-ci devrait vraiment en profiter lors des prochaines échéances électorales. Je finis juste par une chose, rien ne serait pire qu'une année pour rien là perdue auprès de l'opinion publique en se disant vivement le mois de juin ou le mois de juillet prochain, puisqu'il y aura une nouvelle dissolution. Il faut absolument qu'il y ait une inflexion de la politique publique en France. Autrement, je pense que tout ça ne pourra profiter qu'aux extrêmes. Portrait de l'opinion dans une France en crise. Merci beaucoup Stéphane Zumthek, directeur du département politique et opinion de l'Institut de sondage Ipsos. Je vous laisse en compagnie de Salia Vraquilla. Le programme des informés dans 5 minutes. On en parlait avec Stéphane Zumthek, une personnalité inconnue issue de la société civile pour Matignon. C'est peut-être la solution trouvée par Emmanuel Macron, mais est-ce risqué face à une assemblée morcelée et très remontée? On en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France 1.